Minerai banal ou carburant du futur? Aujourd'hui, nous allons suivre le parcours qui transforme d'austères pierres grises en une source d'énergie capable d'alimenter des mégalopoles entières pendant des années. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai entraîné dans l'une des installations les plus fermées et les plus technologiques qu'il m'ait été donné de voir. Ici, on n'aime pas le bruit superflu. Mais aujourd'hui, on nous a permis de jeter un œil dans les coulisses de la fabrication des barres d'uranium pour les centrales nucléaires. Vous avez sans doute vu ces trucs au cinéma. Là-bas, ils brillent généralement d'un vert éclatant et vrombissent. Mais dans la réalité, tout est bien plus complexe, plus propre et, franchement, bien plus fascinant. Prêt à découvrir comment l'homme domestique l'atome à l'aide de centrifugeuses géantes et de fours en céramique? Alors c'est parti! Tout commence bien loin de ces halls aseptisés, en profondeur sous terre ou dans des carrières à ciel ouvert. Le minerai d'uranium, à première vue, n'a vraiment rien d'impressionnant. C'est juste une roche gris-brun qui fait à peine tiquer. Un peu plus fort le compteur Geiger qu'un vulgaire granit. Pour que vous mesuriez à quel point nous sommes dispendieux à ce stade, pour obtenir un seul kilogramme de combustible, il faut extraire et traiter des milliers de kilogrammes de cette roche. Le minerai part d'abord vers l'usine d'enrichissement, où il est broyé dans des meules géantes jusqu'à se transformer en sable fin. C'est un processus si poussiéreux et si bruyant qu'on se croirait à l'intérieur d'un aspirateur en marche de la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Ensuite, ce sable est arrosé d'acide sulfurique. Oui, ça paraît violent, mais c'est le seul moyen d'arracher l'uranium à la pierre. Au final, on obtient un concentré que le monde entier appelle le Yellow Cake. C'est une poudre d'un jaune éclatant qui évoque soit du curry, soit de la peinture pour enfants. Mais je vous déconseille vivement d'y goûter. Dans cette poudre, l'uranium est déjà présent en quantité. Mais pour le réacteur, il reste aussi utile que du bois mouillé pour un feu de camp. Ensuite commence le véritable drame chimique. Cette poudre jaune doit être transformée en gaz. Oui, nous allons enrichir le gaz. C'est ce qu'on appelle l'hexafluorure d'uranium. À température ambiante, ce sont des cristaux blancs. Mais il suffit de les chauffer un peu et ils deviennent volatiles. Pourquoi tant de complications? Parce que ce n'est qu'à l'état gazeux que nous pouvons séparer les isotopes. Vous voyez, voilà le truc. Dans la nature, il existe deux types principaux d'uranium. L'un est paresseux et stable, l'uranium-238, qui représente près de 100% du minerai. L'autre, c'est ce fameux pile électrique 235, celui dont nous avons besoin pour la réaction. Mais il ne représente que 0,7% du métal naturel. C'est comme essayer de trouver un seul raisin sec sucré dans un sac de pois sec. Pour que le réacteur fonctionne, il faut augmenter la concentration de ce raisin sec au moins jusqu'à 4 ou 5%. Et c'est ici que nous pénétrons au cœur de l'usine, la salle de séparation des isotopes. Des milliers, des dizaines de milliers de colonnes argentées s'y dressent. Ce sont des centrifugeuses, si fines et si hautes qu'elles évoquent d'immenses aiguilles. Chacune de ces colonnes tourne sur son axe à plus de 1500 tours par seconde. Pensez-y un instant, si votre machine à laver décidait de tourner à cette vitesse, elle filerait en orbite martienne en traversant le plafond de votre salle de bain. À l'intérieur de ces colonnes, le gaz est propulsé avec une telle force que les atomes les plus lourds d'uranium paresseux sont projetés contre les parois, tandis que les atomes légers dont nous avons besoin se concentrent au centre. Un travail d'une précision extraordinaire. Le gaz traverse des milliers de ces machines successivement, s'enrichissant goutte à goutte, peu à peu. D'immenses cascades où la moindre erreur de pression, fût-elle d'une fraction de pourcent, peut paralyser tout l'atelier.
Une fois obtenu le gaz contenant la proportion d'uranium utile recherchée, il faut le reconvertir à l'état solide. Mais cette fois, on ne fabrique pas une poudre, on produit du dioxyde d'uranium. Ce sont de minuscules granules noirs qui ressemblent à un café moulu haut de gamme. Cette poudre est versée dans des presses spéciales qui, sous une pression colossale, façonnent de petits cylindres. On les appelle pastilles de combustible. Chacune mesure environ 9 mm de diamètre pour un peu plus d'1 cm de hauteur. Ces pastilles sont ensuite cuites dans des fours spéciaux à plus de 1700 degrés Celsius. Cela les rend solides comme de la céramique. Et là, accrochez-vous. L'énergie contenue dans une seule de ces minuscules pastilles, pesant à peine 7 ou 8 grammes, équivaut à celle produite par la combustion de 800 kg de charbon, ou 600 litres de pétrole, ou 40 000 mètres cubes de gaz. Une petite pilule peut éclairer votre appartement pendant plusieurs années. C'est proprement hallucinant quand on se tient devant un plateau qui en contient des milliers. Mais on ne peut pas simplement jeter les pastilles dans le réacteur. Ce serait la catastrophe assurée, pas de l'énergie. Il faut d'abord les conditionner. Pour cela, on utilise de longs tubes en zirconium. Ce métal particulier laisse presque librement passer les neutrons dans tous les sens, tout en étant incroyablement résistant et insensible à la corrosion dans l'eau bouillante. Chaque tube mesure 4 mètres de long. On y insère environ 300 pastilles. Puis on place en haut un ressort puissant pour éviter qu'elles ne bougent, et on soude le couvercle au laser. Cela s'appelle désormais un crayon combustible, un élément générateur de chaleur. Chaque barre est contrôlée avec une rigueur digne d'une pièce destinée à un vaisseau spatial en route vers Alpha du Centaure. On la lave dans des bains spéciaux, on la radiographie aux rayons X et on la teste aux ultrasons pour détecter la moindre micro-fissure. Si l'on trouve ne serait-ce qu'un défaut infime, direction le rebut. Ensuite, ces crayons sont assemblés en grandes structures hexagonales. On les appelle des cassettes ou assemblages combustibles. Une seule de ces structures peut contenir plus de 300 crayons. Et tout cet ensemble pèse plus de 700 kg. C'est le produit final. Une telle cassette coûte autant qu'une voiture de luxe très onéreuse, voire davantage. Mais elle fonctionnera aussi beaucoup plus longtemps. Chaque assemblage possède son passeport, son numéro de série et un historique de fabrication rigoureux. Impossible d'égarer un tel objet dans un entrepôt. Lorsque ces cassettes arrivent enfin dans le réacteur, le véritable spectacle de la fission atomique commence. Elle dégage de la chaleur, chauffe l'eau se transforme en vapeur et la vapeur fait tourner une turbine. Aucune fumée, aucune suie. Seulement l'énergie pure de la physique. Chaque cassette peut fonctionner dans le réacteur de 4 à 6 ans. Après cela, on la retire. On la laisse refroidir dans des piscines spéciales et on l'envoie au retraitement ou à l'entreposage. D'ailleurs, l'uranium peut être réutilisé. C'est comme le recyclage des bouteilles en plastique, mais à une échelle bien plus impressionnante. Quand on sort d'une telle usine, on se sent un peu différent. On comprend que derrière chaque bouilloire allumé ou téléphone chargé se cache ce travail colossal de milliers de personnes qui ont appris à trier les atomes et à en faire des gâteaux énergétiques. C'est le chemin d'une simple pierre grise vers l'énergie pure qui maintient notre monde à flot. C'était bruyant, brûlant et stérile à la fois. J'espère que cette incursion dans l'univers des technologies nucléaires vous a plu. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'éteindre la lumière, même si elle provient d'une pastille aussi formidable. Et si je vous disais que votre smartphone contient bien plus d'argent que vous ne l'imaginez?
et que c'est justement l'argent, et non l'or, qui maintient toute cette électronique en place. Je me trouve actuellement à l'usine Heraeus de Hanau, en Allemagne. L'entreprise existe depuis 1851. Autrement dit, elle est plus ancienne que l'unification allemande elle-même. Et pendant tout ce temps, on y raffine des métaux précieux. Aujourd'hui, l'argent. Et je vous promets qu'après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre téléphone de la même façon. Commençons par comprendre pourquoi l'argent s'est retrouvé dans l'électronique. L'or, c'est beau. Ça ne rouille pas. Les joailliers et les banques centrales l'adorent. Mais l'argent possède une propriété qui le rend irremplaçable dans l'industrie. C'est le meilleur conducteur d'électricité parmi tous les métaux. Meilleur que le cuivre, meilleur que l'or, meilleur que n'importe quoi d'autre. Tout simplement le meilleur, sans discussion possible. Alors quand les ingénieurs conçoivent une puce électronique et qu'ils ont besoin que le courant passe du point A au point B avec un minimum de pertes, ils pensent à l'argent. Dans un smartphone moderne, on trouve de l'argent dans les contacts, les soudures, les pattes conductrices et les revêtements. Pas énormément, mais sans lui, le téléphone ne fonctionne tout simplement pas. Maintenant, voyons d'où vient l'argent pour tout ça. Contrairement à l'or, les gisements d'argent pur sont rares. La majeure partie de l'argent mondial est extraite comme sous-produit lors de l'exploitation du plomb, du zinc ou du cuivre. Le minerai contient de l'argent en petite quantité, et il faut l'en extraire. Après enrichissement à la mine, on obtient ce qu'on appelle du doré, un alliage d'argent et d'or avec des impuretés. C'est donc ce doré qui arrive ici, à Hanau. Son aspect n'a rien de spectaculaire, des lingots crasseux de couleur gris-jaune qui ressemblent à des morceaux de vieux plomb. Et personne ne devinerait qu'à l'intérieur se cache de l'argent à 80 ou 90% de pureté. Première étape, la fonte et la coupellation. Les lingots de doré sont chargés dans le four. Température, environ 1100 degrés Celsius. À cette température, l'argent et l'or restent en alliage, tandis que le plomb et les autres métaux de base s'oxydent et passent dans les scories, où sont absorbés par la base poreuse, la coupelle. D'où le nom du procédé. À la sortie, ce qu'on appelle l'argent brut, d'une pureté de 98% et plus. Cela ressemble déjà à de l'argent, mais ce n'est pas encore ce dont l'industrie a besoin. Ensuite, le raffinage électrolytique. Et c'est là que l'usine se transforme en quelque chose qui ressemble à un laboratoire de chimie géant. Le long de l'atelier s'alignent des rangées de cuves d'électrolyte, une solution de nitrate d'argent. Dans chaque bain sont immergées des anodes en argent brut et des cathodes en métal pur ou en titane. Un courant continu traverse le bain. L'argent de l'anode se dissout dans l'électrolyte et se dépose sur la cathode sous forme de cristaux, purs, chimiquement quasi stériles. Les impuretés se comportent différemment. Certaines restent dans l'électrolyte, d'autres se déposent au fond du bain sous forme de boue. Et cette boue n'est pas un déchet. Elle concentre l'or, le platine, le palladium. On la collecte soigneusement pour la traiter à part. Autrement dit, la raffinerie ne rejette rien. Chaque parcelle impure est valorisée. Le procédé Möbius, c'est ainsi que se nomme cette technologie électrolytique, donne de l'argent à 99,9% de pureté. C'est déjà la norme, good delivery. Des lingots d'une telle pureté sont acceptés sur le marché londonien des métaux précieux et constituent l'étalon international de qualité. Mais pour l'industrie électronique, cela ne suffit pas toujours. Les fabricants de circuits intégrés exigent parfois 4 ou 5 neufs après la virgule. L'argent subit alors une purification supplémentaire, fusion de zones ou précipitation chimique. C'est un travail déjà plus délicat, presque joaillier, où chaque nouveau neuf après la virgule s'obtient de plus en plus difficilement.
Les cristaux d'argent déposés sur les cathodes sont retirés manuellement ou mécaniquement, selon la conception du bain. Leur aspect est stupéfiant. De délicates structures arborescentes, blanc argenté, semblables aux givres hivernales sur une vitre. C'est là de l'argent presque pur, sous sa forme cristalline originelle, avant qu'on ne le refonde, pour le couler en lingots ou le transformer en poudre, fil ou pâte selon les applications visées. Pour l'électronique, l'argent s'utilise le plus souvent sous forme de pâte conductrice. C'est un mélange de poudre d'argent fine et de liant qu'on applique sur des substrats par sérigraphie, presque comme l'impression sur t-shirt, mais avec du métal et sous microscope. D'ailleurs, si les détails du processus d'impression sur t-shirt vous intéressent, faites-le savoir en commentaire. Après application, la pâte est cuite au four. Les liants se consument et il ne reste que la piste conductrice en argent. C'est exactement ainsi que l'on fabrique les contacts dans les panneaux solaires, les condensateurs céramiques et une multitude d'autres composants. En moyenne, un panneau solaire contient environ 20 grammes d'argent, multiplié par des milliards de panneaux à travers le monde. Et l'on comprend pourquoi la demande industrielle d'argent augmente chaque année. Il faut évoquer à part les propriétés antibactériennes. L'argent tue les bactéries. On le savait déjà dans l'Antiquité, quand on conservait l'eau dans des récipients d'argent. Aujourd'hui, les ions d'argent sont ajoutés aux revêtements médicaux, aux textiles, aux filtres à eau et même à certains smartphones, pour que la surface retienne moins de microbes. Nous ne sommes plus dans l'électronique, mais dans un tout autre domaine d'application de ce même métal. Les panneaux solaires ont absorbé 197 millions d'onces d'argent en 24, près d'un cinquième de la demande mondiale totale. Une seule voiture électrique contient jusqu'à 50 grammes d'argent, 2 fois plus qu'une automobile classique à moteur thermique. Et il y a un hic, la pénurie d'argent. Le marché de l'argent consomme déjà plus qu'il n'en produit depuis 4 années consécutives. La demande du secteur solaire et des véhicules électriques croît plus vite que l'extraction ne parvient à suivre. Or, l'argent, contrairement à l'or, se consume pour l'essentiel de manière irréversible. Il se disperse dans les circuits, les panneaux et les contacts en quantité si infime que son recyclage n'est pas rentable. L'or des vieux téléphones se récupère et se refond, tandis que l'argent se perd tout simplement. La pénurie est donc bien réelle, et les analystes prévoient que la situation ne fera qu'empirer dans les années à venir, surtout si l'énergie solaire continue de progresser à ce rythme. J'observais les cristaux croître lentement sur les cathodes. Ce n'est pas un processus rapide, plusieurs jours par cycle. Mais le résultat, c'est un métal dont les impuretés représentent moins d'1 centième de % et qui partira demain vers une usine en Corée ou à Taïwan, où il deviendra un composant qui finira dans votre prochain téléphone ou ordinateur portable. L'argent aura parcouru tout un chemin, d'un lingot brut de doré jusqu'au cristal sur la cathode, puis vers une pâte, puis vers une puce électronique. Et personne, en chemin, ne l'aura même remarqué. Voilà un métal discret, sans lequel l'électronique moderne ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Abonnez-vous à la chaîne, la prochaine fois, ce sera encore un matériau que vous ne vous attendiez pas à trouver dans les objets du quotidien. Cette machine alimente toute une ville. Me voilà devant les grilles de fer de l'usine. Et déjà, je ressens cette conscience qui m'envahit. Derrière ces murs, on fabrique des machines qui fournissent littéralement l'électricité à des millions de gens. Aujourd'hui, nous visitons une usine de transformateurs de puissance. Des gros, des très gros. Le genre dont un seul exemplaire pèse autant que 300 voitures ordinaires. Pas mal, n'est-ce pas? Et bon sang, j'ai déjà hâte d'entrer. Vous êtes prêts à découvrir ce nouveau monde avec moi? Alors allons-y, on nous attend.
Avant d'entrer, quelques mots sur ce qu'est un transformateur de puissance et pourquoi il est indispensable. Toute l'électricité qui arrive chez vous a parcouru un long chemin. La centrale produit du courant à une tension relativement basse, puis un transformateur l'élève à, disons, 330 000 volts. Et c'est à cette tension que l'énergie voyage sur des centaines de kilomètres de câbles. Car plus la tension est élevée, plus les pertes sont faibles. Près de la ville, un autre transformateur abaisse cette tension à un niveau adapté au réseau et aux besoins domestiques. Sans cette chaîne, rien. Ni lumière, ni café, ni téléphone chargé. J'entre dans l'usine, et ce qui frappe d'emblée, ce sont les dimensions de l'atelier. Le plafond culmine à quelques 25 mètres, la largeur de la travée, près de 70 mètres. Et partout, des ponts roulants, car ici, littéralement, rien ne se soulève à la main. Le poids des pièces commence à quelques tonnes et finit dans les centaines. On me dit que le plus gros transformateur fabriqué ici pesait 420 tonnes en état de remplissage. J'essaie de saisir ce chiffre et n'y parviens pas. Tout commence par le circuit magnétique. C'est le cœur du transformateur. On le fabrique en acier spécial laminé à froid à structure granulaire orientée. L'épaisseur d'une tôle, de 0,27 à 0,35 mm. C'est 5 à 6 fois plus fin qu'un cheveu humain. Les tôles sont découpées sur des lignes spécialisées et chacune est obligatoirement recouverte d'une fine couche de vernis isolant. Sinon, des courants de Foucault se forment entre les plaques et toute la structure chauffe, transformant l'énergie électrique en chaleur au lieu de la transmettre. Ensuite, ces tôles sont empilées en paquets, l'une sur l'autre avec un décalage de quelques centimètres pour que les joints ne coïncident pas. Cette technique s'appelle le recouvrement oblique et elle réduit considérablement les pertes dans l'acier. Cela ressemble à un assemblage de puzzles très méthodique et monotone. Si ce puzzle pesait plusieurs tonnes et nécessitait une précision au dixième de millimètre. Les ouvriers à ce stade portent des gants, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour ne laisser aucune trace de graisse sur la surface, car cela affecte les propriétés magnétiques. Un détail qui compte. Le circuit magnétique achevé est serré par des tiges de compression et immédiatement vérifié. On mesure la géométrie. L'écart ne doit pas dépasser 2 mm par mètre de hauteur. Vient ensuite l'essai préliminaire à vide. On applique une tension réduite au circuit magnétique et l'on mesure le courant de magnétisation ainsi que les pertes. Si les valeurs sortent de la tolérance, on cherche la cause et l'on recommence. Personne n'a envie de découvrir un problème après l'installation dans un poste situé à 300 km de l'usine. Les enroulements, prochaine grande étape, est sans doute la plus laborieuse. C'est ici que l'on bobine le fil de cuivre ou d'aluminium et selon le niveau de tension, il peut être très différent. Pour l'enroulement basse tension, un fil rectangulaire épais d'une section parfois de 200 ou 300 mm². Pour l'enroulement haute tension, un fil plus fin, mais l'isolation est sérieuse. Chaque couche d'enroulement est recouverte de papier ou d'un ruban isolant spécial, et l'épaisseur totale de l'isolation entre les enroulements peut atteindre plusieurs dizaines de millimètres. Les enroulements sont bobinés sur des machines horizontales à commande numérique. La machine maintient la tension du fil programmé, compte les spires, respecte l'angle de pose. Mais aux étapes finales, il y a toujours un opérateur à proximité. Il vérifie la disposition de chaque couche. Car la moindre bulle d'air ou pli dans le papier constitue un point de claquage évident lors des essais. Et un claquage sous 220 000 volts, ce n'est beau que de loin et en vidéo. Une fois les enroulements terminés, on les enfile sur les noyaux magnétiques et on les fixe avec des pièces d'écartement.
L'élément actif assemblé, le circuit magnétique avec les enroulements, est chargé dans un four spécial de séchage. La température y atteint environ 110 degrés Celsius. La durée de séchage varie de 40 à 80 heures selon la taille du transformateur. L'objectif ? Éliminer toute l'humidité de l'isolation en papier, car l'humidité réduit drastiquement la tension de claquage et accélère le vieillissement. Après le four, l'humidité du papier doit être inférieure à 0,5%. On vérifie cela en mesurant la résistance d'isolement et la tangente de l'angle de perte diélectrique. Deux valeurs qui en disent plus aux spécialistes sur l'état de l'isolation que n'importe quel examen visuel. Parallèlement au séchage, on prépare la cuve. La cuve, c'est le corps du transformateur, et ce n'est pas non plus une simple boîte en fer. Les parois sont soudées à partir de tôles d'une épaisseur de 10 à 25 mm, renforcées par des nervures de rigidité, auxquelles on soude des radiateurs de refroidissement. Un grand transformateur peut comporter 8 à 10 panneaux de radiateurs de plusieurs mètres de haut chacun. Et toute cette construction doit résister au vide et à la pression de l'huile sans la moindre fuite. Avant l'assemblage, la cuve est obligatoirement sablée et peinte à l'intérieur, car toute trace de rouille dans l'huile compromet la longévité de l'ensemble. Après séchage, les éléments actifs sont descendus dans la cuve, à nouveau à l'aide d'un pont roulant. Et l'on commence à remplir d'huile de transformateur. L'huile remplit ici deux fonctions simultanées, le refroidissement et l'isolation supplémentaire. Le remplissage s'effectue sous vide, car même les microbules d'air dans l'huile constituent autant de points de décharge. Le processus de remplissage d'un grand transformateur prend 12 à 16 heures. Le volume d'huile peut atteindre 30 à 50 000 litres. Pour donner une idée de l'échelle, c'est comme remplir 4 à 5 piscines de taille moyenne. Et voilà enfin, les essais. C'est ma partie préférée, car c'est là que tout devient véritablement effrayant et captivant à la fois. Le transformateur est transporté dans un laboratoire blindé spécial, une vaste pièce en cage de Faraday. Et les vérifications commencent. On mesure d'abord les coefficients de transformation, la résistance des enroulements, le courant à vide. Puis viennent les essais à tension élevée. On applique sur l'enroulement une tension plusieurs fois supérieure à la tension nominale. Pour un transformateur de classe 220 kV, la tension d'essai peut atteindre 4 à 500 kV. S'il tient 1 minute sans claquage, c'est bon. S'il ne tient pas, on repart de zéro. Et vous, revenez à la vidéo et abonnez-vous. Mais le plus spectaculaire, c'est l'essai au choc de foudre. Un générateur spécial crée une impulsion de tension qui imite un coup de foudre. Montée de la tension en 1 à 2 microsecondes, puis décroissance progressive. L'amplitude va de 500 à 1500 kV selon la classe du transformateur. Tout cela se produit en quelques microsecondes. Il n'y a pas grand-chose à photographier. Un éclair, un claquement, et l'oscilloscope enregistre le résultat. Si la forme de l'impulsion, après le transformateur, diffère de l'étalon, une décharge s'est produite à l'intérieur. Alors commence un véritable travail de détective. Où et quoi ? Parfois il faut 1 an pour trouver la réponse, parfois on doit démonter une partie de la structure. Ce char a traversé 3 guerres. Dans 4 heures, il sera réduit en ferraille. Autrefois, il avançait à travers la poussière et le feu, encaissait les coups et sauvait son équipage sous les tirs nourris. Son blindage porte les traces d'obus. Son moteur garde en mémoire des milliers de kilomètres de route du front. Désormais, tout se jouera au chalumeau et aux cisailles hydrauliques. L'acier sera découpé, la coque compressée, la tourelle s'effondrera sur le béton.
En quelques heures, cette machine chargée d'histoire deviendra matière première pour de nouveaux rails et poutrelles. La première étape consiste en un démontage complet de l'armement et de tous les équipements sophistiqués du véhicule. Je me tiens près du char, qui n'a plus le statut d'unité de combat, mais conserve techniquement tous ses systèmes. L'équipe commence par travailler sur la tourelle. À l'aide de grues et de vérins hydrauliques, on retire le canon avec son berceau et une partie des mécanismes de recul. Chaque boulon et fixation est dévissé sous contrôle, car les ensembles sont massifs et soumis à de fortes tensions. Ensuite, on démonte les modules de mitrailleuse, les stabilisateurs et les mécanismes de pointage. Tout cela est emballé séparément, étiqueté et transféré vers des zones spécialisées. Après l'armement, on passe à l'électronique. On ouvre les panneaux intérieurs, on retire les blocs de communication, les systèmes de conduite de tir, les modules de calcul, les appareils optiques. Les faisceaux de câbles sont découpés soigneusement par section, pour ne pas endommager les connecteurs, ni provoquer de court-circuit. Des éléments chargés peuvent subsister à l'intérieur. C'est pourquoi tout est vérifié avec des appareils de mesure avant le retrait. À ce stade, le char perd littéralement son système nerveux et se transforme en simple coque métallique. L'étape suivante consiste à vidanger le carburant et tous les fluides techniques. Un seul char peut contenir jusqu'à 1000 litres de gazole, qu'il faut entièrement évacuer avant de commencer le découpage du métal. La machine est installée sur une plateforme spéciale équipée de bacs de récupération. Des tuyaux étanches sont raccordés aux orifices de vidange d'origine ou aux trappes de service. Puis le carburant est transféré dans des réservoirs fermés. Les pompes fonctionnent lentement pour éviter toute surpression et ne pas soulever les dépôts accumulés au fond des cuves. Après le carburant, on passe au lubrifiant. On vidange l'huile moteur, le liquide de la boîte de vitesse, les fluides hydrauliques des mécanismes de tourelle et les liquides de frein. Chaque type est collecté séparément, car ils sont soumis à des procédés différents d'élimination ou de régénération. Une attention particulière est portée aux joints et raccords, pour qu'aucune goutte ne tombe sur le sol de l'atelier. Ce n'est que lorsque le système est entièrement vidé et vérifié que la carcasse est jugée sûre pour la découpe mécanique ultérieure. Commence alors l'étape la plus spectaculaire, la découpe du blindage au chalumeau et au plasma. Face à moi, une coque de plusieurs dizaines de millimètres d'acier, conçue pour résister aux impacts directs. Impossible d'y arriver avec une simple scie. Les ouvriers tracent d'abord les lignes de coupe pour diviser l'engin en sections transportables et faciles à fondre par la suite. Puis viennent les chalumeaux oxyacétyléniques ou oxypropaniques. La flamme porte le métal à plus de 1000 degrés. Ensuite, le jet d'oxygène dévore littéralement l'acier le long du tracé. Pour les sections plus épaisses ou en alliage, on utilise la découpe au plasma. Ici, un arc électrique crée un jet de gaz ionisé, atteignant plusieurs milliers de degrés. Le plasma traverse le blindage plus rapidement et avec plus de précision, laissant une découpe étroite. Les étincelles jaillissent sur plusieurs mètres. C'est pourquoi des écrans de protection sont installés tout autour. Peu à peu, le char perd son intégrité. La tourelle se détache, les flancs se divisent en segments. Et la machine de guerre se transforme en morceaux de métal distincts, prêts pour l'étape suivante du recyclage. Après la découpe, les fragments de la carcasse passent sous une presse gigantesque. Je me tiens près de cette machine, qui pèse des dizaines de tonnes, et développe une force de compression de plusieurs milliers de tonnes. Les sections de blindage, qui faisaient encore récemment partie d'un char intact, sont introduites l'une après l'autre dans la chambre. Les vérins hydrauliques se referment lentement, et les épaisses plaques d'acier commencent à se déformer, à craquer aux jointures et à se replier sur elles-mêmes.
La pression s'élève progressivement pour éviter que le métal ne se fragmente et ne crée des éclats dangereux. Le blindage, conçu pour résister aux impacts, se révèle impuissant face à cette compression uniforme. En quelques minutes, la structure volumineuse se transforme en un bloc compact aux formes régulières. Ce cube métallique facilite le transport, le stockage et l'acheminement ultérieur vers l'aciérie. Lorsque la presse se dessert, un bloc dense est éjecté de la chambre. Impossible d'y reconnaître les contours d'un véhicule. Il ne reste qu'une masse concentrée d'acier. C'est sous cette forme que le char réformé achève son existence comme engin militaire et devient une simple matière première destinée à la refonte. Ce cube métallique dense prend ensuite la route de l'aciérie. J'y arrive et découvre une toute autre échelle. Les briquettes de blindage sont pesées, analysées pour déterminer leur teneur en éléments d'alliage, puis acheminées vers les fours. Dans le four à arc électrique, le métal fond à une température dépassant 1500 degrés. L'ancienne armure, qui résistait aux impacts et aux charges, passe à l'état liquide et se mêle aux autres ferrailles. Les chimistes ajustent la composition en ajoutant la quantité nécessaire de carbone ou d'autres éléments pour obtenir un acier aux caractéristiques souhaitées. Après épuration des scories, le métal en fusion est acheminé vers la machine de coulée continue. Là, on en façonne des ébauches, de longues brames rectangulaires ou des blooms carrés. Elles refroidissent lentement, passent entre des rouleaux et sont découpées en tronçons de la longueur voulue. Ces ébauches gagnent ensuite le laminoir. Sous la pression des cylindres, le métal s'étire et adopte une nouvelle forme. S'il s'agit d'un profilé ferroviaire, l'ébauche traverse des calibres spéciaux qui façonnent le profil caractéristique avec son champignon, son âme et son patin. L'acier incandescent s'étire sur des dizaines de mètres. Et en quelques minutes à peine, voici devant moi le futur rail de chemin de fer. Lorsqu'il s'agit de poutrelles de construction, les laminoirs confèrent au métal une section en H ou en double T. Ces éléments supportent des charges considérables et deviennent l'ossature de ponts, d'entrepôts et d'immeubles de grande hauteur. Ce contraste me frappe profondément. Une machine conçue pour la guerre traverse un cycle complet de métamorphose pour devenir partie intégrante de l'infrastructure. Le blindage qui protégeait autrefois l'équipage se transforme désormais en rails sur lesquels rouleront des trains de voyageurs ou en poutrelles qui soutiendront les toits de quartiers résidentiels. Le métal n'a pas de mémoire, seul compte la nouvelle forme et la nouvelle fonction. Et c'est là, sans doute, tout le sens du recyclage. Même les engins les plus lourds peuvent connaître une seconde vie au service de la construction civile. Et pour que ma chaîne poursuive sa propre vie, n'hésitez pas à vous abonner. Ces boulons travaillent en enfer. La pression folle de l'océan et le sel corrosif. À 1500 mètres de profondeur dans le golfe du Mexique se dressent des plateformes pétrolières de 30 000 tonnes. Ce sont des boulons qui les maintiennent, fabriqués à Monterrey, le cœur de la métallurgie mexicaine. Chaque boulon de catégorie grade 8 supporte 150 kg de charge et résiste 25 ans dans l'eau de mer sans rouille. Comment l'acier mexicain soutient-il ce que d'autres ne peuvent supporter ? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une simple barre métallique se transforme en pièces dont dépendent des vies humaines et l'écologie de l'océan. Tout commence à l'usine métallurgique Ternium de Monterrey. Ici, au milieu des montagnes désertiques du nord du Mexique, l'acier fond dans d'immenses fours à arc électrique à une température de 1006 degrés Celsius. Ce n'est pas de l'acier ordinaire, c'est un alliage spécial, additionné de chrome, de molybdène et de nickel, conçu spécialement pour le milieu marin. Le métal en fusion est coulé dans des moules, formant des lingots de 2 tonnes chacun.
Mais ce n'est que le début d'un long processus de transformation. Les lingots passent par un laminoir, où, à une température de 1002 degrés, ils sont étirés en longues barres de 80 mm de diamètre. Les fibres du métal s'alignent le long de la barre, créant une structure orientée qui rend l'acier plus résistant dans le sens longitudinal. Ces barres arrivent ensuite dans des usines spécialisées de Nuevo León pour la fabrication de produits métalliques. Des barres métalliques sont découpées en ébauches de 2,50 m, futurs boulons de catégorie grade 8, capables de supporter une charge allant jusqu'à 150 tonnes par centimètre carré. Première opération, le forgeage à froid de la tête. Une extrémité de l'ébauche est serrée dans une matrice et une presse puissante exerce une force de 500 tonnes. En 4 coups, se forme une tête hexagonale de 150 mm. Sous cette pression, le métal se compacte, les fibres épousent le contour de la tête sans se rompre. C'est d'une importance cruciale. Toute rupture de l'intégrité des fibres crée un point faible où peut s'amorcer la destruction. Vient ensuite le roulage du filetage. Contrairement au boulon bon marché, dont le filet est taillé au burin, on utilise ici la méthode du roulage à froid. 2 rouleaux d'acier munis de rainures gravées tournent l'un vers l'autre en exerçant une pression de 30 tonnes. Sous cette pression, le métal se déforme, formant les spires du filetage sans couper les fibres. Vient maintenant l'étape la plus spectaculaire, le traitement thermique. Les boulons sont chargés dans un four où la température grimpe jusqu'à 900 degrés Celsius. À cette température, l'acier subit des transformations de phase. Sa structure cristalline se modifie, les atomes de fer se réorganisent en une nouvelle configuration appelée austénite. Les boulons sont maintenus à cette température pendant 4 heures afin que la chauffe soit uniforme dans tout le volume. Un écart de 20 degrés entre le cœur et la surface pourrait entraîner une trempe inégale et des tensions internes. Puis vient la trempe. Les boulons sont immédiatement plongés dans un bain d'huile chaude à 60 degrés. Ce choc thermique brutal, de 900 à 60 degrés en 10 secondes, fige la structure cristalline dans un état de dureté extrême appelé martensite. L'acier devient presque aussi dur que le diamant, mais fragile. Pour éliminer la fragilité, les boulons sont de nouveau chauffés, mais cette fois à 400 degrés, puis refroidis librement pendant 8 heures. Ce processus s'appelle le revenu. Il préserve la dureté tout en ajoutant de la ténacité, la capacité à se déformer sans se rompre. La structure finale représente un équilibre parfait entre dureté et plasticité. Mais le plus difficile reste à venir. Mais d'abord, pensez à vous abonner. La protection contre la corrosion. Le golfe du Mexique figure parmi les environnements les plus agressifs de la planète. Eau salée, variation de température de -10 à plus 40 degrés, humidité constante, bactéries qui accélèrent la corrosion. L'acier ordinaire y rouille de part en part en 3 ans. La méthode de protection la plus répandue est la galvanisation à chaud. Les boulons sont plongés dans un bain de zinc en fusion à 450 degrés. Le zinc réagit avec l'acier, formant en surface une couche d'alliage de 150 micromètres d'épaisseur. Cette couche protège de 2 façons. Elle crée une barrière physique pour l'acier et agit comme une anode sacrificielle à la place de l'acier. Mais pour les assemblages les plus critiques, on fait appel à une technologie encore plus avancée, le revêtement xylane. Il s'agit d'un composite à base de téflon, enrichi de particules céramiques et d'inhibiteurs de corrosion. Les boulons sont d'abord sablés pour créer une surface rugueuse. Puis on applique 2 couches de xylane d'une épaisseur totale de 50 micromètres, cuites à 250 degrés. Le résultat est phénoménal.
Le revêtement résiste au contact direct avec l'eau de mer pendant 25 ans sans la moindre trace de corrosion. Chaque boulon pèse 32 kg et coûte 800 €. Le coût total des boulons pour une seule plateforme s'élève à 2 200 000 €. Mais cela représente moins d'1% du prix de la plateforme elle-même. Et pourtant, tout repose sur ces boulons. Lorsqu'un ouragan de catégorie 5 frappe la plateforme avec des vents de 200 km/h, soulevant des vagues de 20 mètres de haut, ce sont eux qui empêchent la structure de se disloquer. Chaque boulon subit à cet instant une charge cyclique de 40 à 90 000 kg, toutes les 8 secondes. L'industrie sidérurgique mexicaine est fière de ces boulons. Ils s'exportent vers les États-Unis, le Brésil, la Norvège, partout où l'on extrait du pétrole en mer. Vient ensuite le filetage par roulage. Contrairement aux boulons bon marché, où le filet est taillé autour, on utilise ici la méthode du roulage à froid. 2 rouleaux d'acier aux cannelures gravées tournent l'un vers l'autre, créant une pression de 30 tonnes. Sous cette pression, le métal se déforme et forme les spires du filet sans couper les fibres. Les boulons sont ensuite chargés dans un four où la température monte jusqu'à 900 degrés Celsius. À cette température, s'opèrent dans l'acier des transformations de phase. La structure cristalline se modifie, les atomes de fer se réorganisent en une nouvelle configuration appelée austénite. Les boulons sont maintenus à cette température pendant 4 heures, afin que la chaleur se diffuse uniformément dans toute la masse. Un écart de 20 degrés entre le cœur et la surface pourrait entraîner une trempe irrégulière et des tensions internes. Vient ensuite la trempe. Les boulons sont plongés instantanément dans un bain d'huile chaude à 60 degrés. Ce choc thermique brutal, de 900 à 60 degrés en 10 secondes, fige la structure cristalline dans un état de dureté extrême, appelé martensite. L'acier devient presque aussi dur que le diamant, mais cassant. Pour éliminer cette fragilité, les boulons sont à nouveau chauffés, mais cette fois à 400 degrés, puis refroidis lentement pendant 8 heures. Ce procédé s'appelle le revenu. Il préserve la dureté tout en conférant de la ténacité, la capacité de se déformer sans se rompre. La structure finale constitue un équilibre parfait entre dureté et plasticité. Salut les amis! Me voici devant cette énorme Champ. Vous savez, cette fusée qui n'explose pas, mais qui coupe tout sur son passage. Aujourd'hui, on va plonger à l'intérieur, décortiquer chaque détail pour voir ce qui s'y cache. Et je vous raconterai tout tel que je l'ai vécu à l'usine. J'ai déjà visité un paquet de sites de ce genre, et cette fusée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Allez, embarquons pour la visite. Champ n'est donc pas un missile ordinaire, mais un véritable concentré de haute technologie développé par Boeing pour l'US Air Force. Son nom complet est Counter Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project, mais nous n'allons pas nous embarrasser de ces longues formules, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est qu'il embarque une arme à micro-ondes capable de neutraliser l'électronique ennemie sans la moindre explosion. Imaginez, il vole en silence, tel un fantôme, et soudain, bam! Ordinateur, radar, système de guidage tombent en panne à des dizaines de kilomètres à la ronde. J'ai vu une démonstration sur stand. Le missile décolle depuis un avion, manœuvre, puis libère une impulsion de plusieurs millions de watts. L'efficacité est stupéfiante, sans éclat ni incendie. Les tirs d'essai de l'année 2030 ont été concluants. Le missile a survolé la zone test et neutralisé des systèmes entiers en un seul passage, ordinateur compris.
Les chiffres exacts de production sont classifiés, mais le programme se poursuit depuis 2009 sous l'égide de l'Air Force Research Laboratory. Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur. Je me suis glissé dans l'atelier de fabrication, où s'assemblent ces merveilles technologiques. Et voici ce que j'ai vu. Le cœur du missile, c'est un générateur micro-ondes de haute puissance, quelque chose comme un oscillateur à relaxation ou un magnétron, qui crée une impulsion d'ondes électromagnétiques. Ces ondes pénètrent dans les appareils par les antennes, les fentes ou les câbles, et grillent les circuits sensibles. Le générateur fonctionne à des fréquences en gigahertz, produisant des impulsions d'une durée de nanosecondes, mais avec une énergie capable de calciner l'électronique sur des milliers de mètres carrés. J'ai touché le panneau. Le métal était froid, mais à l'intérieur bouillonne une telle puissance que sans blindage spécial, vous ne survivriez pas. Le corps du missile est en composite à base de carbone, pesant environ 2 tonnes pour une longueur de 7 mètres et un diamètre inférieur à 1 mètre. Elle est aérodynamique, dotée d'ailettes pour manœuvrer jusqu'à 20 km d'altitude. À l'intérieur, des compartiments de carburant. Un propulseur à combustible solide la projette d'abord en altitude, puis un moteur de croisière à carburant faible s'enclenche pour un vol de précision. J'ai jeté un œil dans le compartiment moteur. Valves, turbines, tout poli jusqu'à l'éclat, comme une œuvre d'orfèvrerie. Le carburant est un mélange à haute densité énergétique, calibré pour une portée de 2 km. Le système de guidage, c'est une autre histoire. Ici, gyroscope laser, navigation inertielle et module GPS protégé contre les brouillages. Le missile choisit lui-même ses cibles, radar, poste de commandement ou drone. Les ingénieurs l'ont testé sur banc d'essai. Il pivote de 30 degrés par seconde, tel un bolide de course. Et l'électronique à bord repose sur des puces dernière génération, résistantes à leurs propres impulsions. Je les ai entendus plaisanter. Ce truc coupe les ordinateurs ennemis, mais garde son smartphone allumé. Passons maintenant au mécanisme. L'ogive n'est pas un explosif, mais une antenne qui se déploie en vol comme un parapluie, élargissant la zone de frappe. Derrière, des batteries lithium-ion accumulent l'énergie pour le générateur. Je les ai vues en charge, des milliers de volts sous tension, mais tout reste isolé. Le refroidissement est liquide, au fréon, car les micro-ondes produisent énormément de chaleur. L'ensemble est scellé dans une coque hermétique, capable d'encaisser des accélérations 20 fois supérieures à la gravité terrestre. Tout commence par la structure. Dans l'atelier, les ouvriers revêtus de combinaisons de protection manipulent des composites à base de carbone, légers mais résistants comme du fil d'acier. Ces panneaux forment une coque de 7 mètres de long, assemblée par des boulons à revêtement de titane. J'étais là, à observer les machines laser découper la matière au millimètre près. Pas un gramme de trop. La structure est testée en résistance. Placée sur un banc d'essai, elle subit des simulations de surcharge, comme si la fusée filait déjà à Mach 2. S'il y a ne serait-ce qu'une micro-fissure, toute la structure est mise au rebut. Cela prend une journée entière, car le séchage du composite s'effectue à 100 degrés Celsius dans des autoclaves de la taille d'une pièce. Ensuite vient le plus intéressant. L'électronique est insérée à la main. Les machines sont ici impuissantes, car la délicatesse est cruciale. Des puces de la taille d'un ongle ne supportent pas une manipulation brutale. Les ingénieurs, gantés d'antistatiques, montent les cartes. D'abord le système de contrôle avec gyroscope, puis le générateur à micro-ondes. Chaque fil est tressé dans un câble blindé pour éviter que les impulsions ne se perturbent mutuellement. J'ai vu un technicien souder des contacts sous microscope. Les mains tremblent, mais l'expérience lui permet de rester stable. L'électronique comprend des milliers de composants. Condensateur pour accumuler l'énergie, transistor pour générer des ondes en gigahertz. Le montage dure une semaine, entrecoupé de contrôles. Des multimètres scannent chaque ligne au plus près pour éviter tout court-circuit.
Après cela, vient l'épreuve des chambres à vide. Ces cuves géantes reproduisent l'espace. On y pompe l'air jusqu'à atteindre une pression d'1 millimètre de mercure. On y fait descendre la température à plusieurs dizaines de degrés sous zéro. Puis, on lance la roquette en vol. Les chambres ont la taille d'un camion. Leurs hublots sont en verre de quartz. Une fois le vide établi, on active le générateur. Les micro-ondes fusent, mais les parois blindées contiennent tout en sécurité. Les capteurs enregistrent température, vibration, impulsion. Si le générateur délivre moins d'1 million de watts, c'est retour à l'atelier. J'ai entendu le ronronnement, grave, comme le bourdonnement d'une abeille géante. Les tests sont répétés 3 fois, avec des pauses pour refroidir le tout par liquide. À l'usine, j'ai parlé avec les ouvriers. Ils sont fiers. L'assemblage se fait par étapes. D'abord la structure, puis l'électronique insérée à la main, car les automates ne parviennent pas à la délicatesse requise. On teste dans les chambres à vide, en simulant le vol. Une seule erreur, et c'est toute la série qui repart en fabrication. Le coût d'une roquette se compte en millions de dollars, mais l'effet en vaut la peine. Imaginez un combat où le matériel ennemi s'éteint tout simplement, comme une bougie sous le vent. J'ai fait un dernier tour autour du missile. La surface est lisse, dotée d'une protection thermique pour des vitesses hypersoniques, allant jusqu'à Mach 2. En dessous, les fixations pour un lancement depuis un bombardier B-52. À l'intérieur, outre le système principal, il existe des systèmes de secours. Si le générateur tombe en panne, le missile peut effectuer des manœuvres de repli ou s'auto-détruire. La sécurité avant tout, car ce n'est pas un jouet. La visite s'achève, mais les impressions demeurent. Le champ révolutionne les règles du jeu dans la guerre moderne, sans effusion de sang, mais avec un contrôle total. Si vous aimez la technologie comme moi, c'est un spectacle à ne pas manquer. Abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire, quelle sera notre prochaine destination ? Une usine de microprocesseurs ou de sous-marins peut-être ? Rendez-vous sur de nouveaux sites.